Des manœuvres militaires de grande envergure depuis jeudi en Norvège. Elles sont organisées jusqu'au 7 novembre par l'OTAN. Objectif, éprouver ses forces de défense face à un ennemi, je cite, imaginaire, selon les mots de l'Alliance Atlantique. Il s'agit du plus grand exercice militaire depuis la fin de la guerre froide. 50 000 soldats, 250 avions, 65 navires et 10 000 véhicules. Manifestation samedi en marge de ces entraînements à Oslo. Protestation contre, je cite, une provocation très inutile envers la Russie. Les centaines de manifestants appellent au pourparlers diplomatique. Les voisins sont des amis, pas des ennemis. La paix et le dialogue vont à la Russie. C'est ce qu'on pouvait lire notamment sur les pancartes. On continue de parler de ces exercices militaires de l'OTAN avec Pascal Lepotroma, géopolitologue et spécialiste des crises et des conflits. Bonjour Pascal Lepotroma, merci de répondre à nos questions. L'OTAN dit s'entraîner contre un ennemi imaginaire. De qui s'agit-il exactement ? Vous savez, dans l'absolu, en matière de stratégie militaire, la finalité même de l'OTAN, c'est à la fois d'être dans une logique de défense collective, et effectivement, on part avec surtout l'idée que c'est un État, en somme, relativement bien constitué, c'est-à-dire avec des moyens d'action à la fois terrestres, maritimes, aériens. Alors, sachant et compte tenu de la nature même de l'OTAN, évidemment, ça nous renvoie à toute l'histoire. Évidemment, on peut penser de façon plus ou moins subliminale, mais évidemment, c'est dans l'éventualité d'une hypothétique action militaire de la Russie à l'égard d'un pays de la zone baltique ou scandinave. La semaine dernière, après le retrait des États-Unis d'un important traité de non-prolifération nucléaire, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré que la Russie n'attaquerait jamais en premier. La Russie est-elle vraiment une menace pour l'Alliance Atlantique ? Conceptuellement, je pense que dans la réalité de ce 21e siècle, je crois qu'il faudrait absolument que cette idée s'évapore et se dissipe véritablement de l'état d'esprit et des penseurs, des stratèges de l'OTAN. On a vraiment le sentiment que, et principalement dans l'establishment militaire et politique, une certaine partie de l'État américain, il y a cette volonté, cette certitude de s'attacher à une image opportuniste aussi, hein, d'une Russie potentiellement dangereuse. Ça nourrit la traditionnelle influence du complexe militaro-industriel, ça contribue à aussi motiver des généraux dans l'idée de toujours et encore maintenir un outil militaire de poids extraordinaire, hein, presque surréaliste aujourd'hui à l'échelle planétaire quand on voit le potentiel militaire américain face à donc une menace russe. Je crois qu'effectivement beaucoup de personnes, de civils ou d'experts, d'hommes politiques, d'économistes sont convaincus que ça, il faut absolument arrêter ce schéma binaire qui est absolument hors des clous au regard des enjeux économiques, sociaux, environnementaux qui nous concernent tous aujourd'hui sur cette planète. Certains observateurs parlent de provocation de la part de l'OTAN. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'on peut y voir la réponse à la présentation par Vladimir Poutine des nouvelles armes de Moscou en mai, lors de la célébration de la libération de 1945, ou encore de la vente d'armes plus récemment de S-40 à l'Inde, par exemple ? Honnêtement, enfin ça c'est ma perception des choses, bien sûr. Hein, je serais plutôt convaincu que c'est une sorte de réponse voilà, très très massive d'un point de vue des effectifs, on l'a dit, vous l'avez dit, pardon, et vous l'avez rappelé, et des moyens mis en œuvre, mais c'est une manière de répondre à ces 4 années qui viennent de s'écouler, au cours desquelles on a observé pas mal je dirais, de tâtonnements des uns et des autres, d'opérations, d'incursions dans les espaces et maritimes et aériens d'un certain nombre de pays de la Baltique et de la zone des pays scandinaves, à la fois de la part de la Russie, mais aussi de la part de certains pays, certains acteurs de l'OTAN et notamment les Américains. Et en somme, effectivement, la manœuvre tridimensionnelle à laquelle on assiste aujourd'hui, elle n'a jamais été au cœur de la réalité depuis 1987. Donc il y a une volonté de revenir à une époque, encore une fois, vraiment binaire. Justement,
Justement, la Russie a elle-même mené des exercices d'ampleur en Sibérie en septembre. Est-ce qu'on assiste du coup à une nouvelle guerre froide? Je pense qu'il y a une réaction aussi qui est géopolitiquement ou culturellement liée aussi à la raison d'être de la Russie. C'est que traditionnellement, même à l'époque des tsars, la Russie a toujours considéré que les territoires autour d'elle étaient des zones dites de glacis stratégiques. Et immanquablement, dans la mesure où elle voit s'activer l'OTAN, a considéré longtemps donc justement aussi comme un ennemi potentiel. Bon, la Russie pense aussi à affiner, maintenir aussi son état d'activité militaire et l'entraînement de ses personnels. C'est, je dirais, une réponse en ricochet. Et effectivement, si on rentre dans cette logique-là, ça peut durer très longtemps et ça n'est véritablement pas ce n'est pas productif. Il faut absolument, justement, effectivement, procéder plus à des jeux de négociation, de discussion d'homme à homme et de communication ouverte. Merci beaucoup Pascal Lepautroma d'avoir répondu à nos questions en direct. En Europe, le coup d'envoi en Norvège des grandes manœuvres militaires de l'OTAN. Une opération à laquelle prennent part quelques 50 000 soldats mobilisés pour tester la capacité des pays membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à se défendre face à d'éventuels agresseurs. L'éclairage de Franck Dur. Avec plusieurs milliers de véhicules au sol, des centaines d'avions et 50 000 hommes, l'OTAN déploie les grands moyens. L'Allemagne compte le plus grand contingent après les États-Unis. Objectif de l'exercice, entraîner les 29 pays de l'OTAN, ainsi que la Suède et la Finlande, à se porter secours en cas d'agression. L'article 5 de l'Alliance engage ses membres à une défense mutuelle. Pour beaucoup, ce déploiement est un avertissement lancé à Moscou. Ce porte-parole de l'organisation s'en défend. Cette manœuvre n'a rien à voir avec l'invasion de la Crimée par la Russie. Dans le contexte politique actuel, beaucoup l'interprètent de cette façon. Alors j'insiste, cet exercice ne vise personne. L'OTAN veut juste tester sa capacité à défendre un pays membre. L'exercice mené à Trondheim est le plus important depuis la fin de la guerre froide. Depuis la guerre en Ukraine et l'occupation de la Crimée en 2014, les pays membres de l'OTAN ont revu leur budget militaire à la hausse et augmenté leur capacité d'intervention en Europe de l'Est. La Pologne et les pays baltes prennent la menace russe très au sérieux. Face au retrait annoncé des États-Unis du traité sur les armes nucléaires, Vladimir Poutine a mis en garde contre une nouvelle course à l'armement. Aujourd'hui, il s'exprimait devant des officiers de son armée. La Russie ne menace personne. Nous nous en tenons strictement aux responsabilités qui nous incombent en matière de sécurité internationale et de contrôle des armes. Nous restons ouverts à toute coopération constructive afin de garantir la stabilité internationale. La Russie a elle-même procédé à de vastes exercices militaires le mois dernier, les plus importants de son histoire. Baptisée Vostok 2018, l'opération a mobilisé pas moins de 300 000 soldats dans l'est du pays. Et alors que l'OTAN procède à ces grandes manœuvres, l'incertitude demeure sur la présence militaire des États-Unis sur le sol européen. Rappelez-vous, dès les premiers jours de son mandat, Donald Trump avait menacé de quitter le traité de l'Atlantique Nord, estimant que l'Europe, et notamment l'Allemagne, n'investit pas suffisamment pour sa défense. Un retrait des troupes américaines est-il probable? Les Européens doivent-ils se préparer à prendre leur défense en main? Élément de réponse avec Andreas Jörger. Ramstein, dans le sud-ouest de l'Allemagne, est l'un des 18 sites militaires américains du pays. Cette base aérienne héberge le commandement central des forces aériennes de l'OTAN. Pour les Américains, c'est aussi une plateforme stratégique importante pour le fret et le transport des troupes en Europe, une base de projection. C'est d'ici que les États-Unis coordonnent les attaques de drones contre les terroristes en Irak, en Afghanistan, en Somalie et au Yémen. Ramstein fait partie de ce que l'on nomme la communauté militaire de Kaiserslautern, où vivent 54 000 GIs avec leurs familles et le personnel civil. Je trouve ça formidable de maintenir la sécurité en Europe. Au fil des décennies, nous avons établi une bonne coopération avec nos alliés. La présence militaire américaine en Europe s'impose à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dès 1954, les rapports avec l'Allemagne s'inversent. Les accords de Paris signent la fin de l'occupation militaire dans l'ouest du pays. Sous l'impulsion du chancelier Adenauer et de sa politique d'ancrage à l'ouest, l'Allemagne rejoint l'OTAN. Face à la menace soviétique, les États-Unis deviennent une puissance protectrice pour l'Europe. Aujourd'hui, les GI sont toujours présents en Europe, avec 114 000 soldats répartis dans l'infanterie, la marine et l'aviation. Rien qu'en Allemagne, il existe 5 bases américaines, plus un centre d'écoute et d'interception à Bad Aibling.
Un moyen pour Washington de protéger ses intérêts stratégiques. En décembre dernier, Donald Trump a même débloqué 214 millions de dollars pour consolider la présence militaire américaine en Europe du Nord, dans les pays baltes et l'Europe de l'Est. Objectif, intervenir plus rapidement sur les zones de conflit. Pendant les guerres en Irak et en Afghanistan, les États-Unis auraient eu beaucoup plus de mal à atteindre leurs cibles depuis leur territoire. C'est la même chose pour les zones de conflit actuelles, comme la Syrie. Aujourd'hui, Donald Trump menace l'OTAN de transférer au plus vite le contingent allemand en Pologne. Les spécialistes jugent cette option irréaliste. Sur le plan militaire, l'utilité de cette opération serait moindre et son coût considérable. Cette présence militaire profite aussi à l'Europe, car en plus de constituer un bouclier dissuasif, elle représente une manne économique importante, surtout dans les zones les plus défavorisées. Nous avons aujourd'hui 2300 employés sur la base aérienne, des employés allemands. Nous travaillons aussi avec les Américains. Le week-end, ils sortent dans les restaurants allemands, les boîtes de nuit et les bars. Le manque à gagner pour la région se compterait en milliards. En résumé, tout le monde est gagnant. Il n'y a donc pas vraiment de raison valable de retirer les troupes américaines d'Europe. Les manœuvres militaires Vostok 2018 en Sibérie orientale, le mois dernier, ont constitué le plus grand exercice militaire de Russie depuis plus de 30 ans. Environ 300 000 soldats russes, chinois et mongols y ont pris part. Plus qu'un simple exercice, les Jeux de guerre ont été une occasion de relations publiques pour mettre en valeur le matériel militaire, la deuxième plus grande source de revenus après le pétrole de la Russie. Au cours des Vostok 2018, la Russie a dévoilé le missile Solar S-400, l'un des systèmes d'armes les plus perfectionnés et les plus commercialisables du pays au cours des dernières années. Le S-400 est une mise à niveau massive du S-300, son prédécesseur récemment envoyé en Syrie. En raison de ses capacités, plusieurs pays, dont la Chine, l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Inde et le Qatar, se sont déclarés prêts à acheter le S-400. Presque tous les gouvernements qui ont annoncé leur intention d'acheter le système étaient menacés de représailles diplomatiques de la part des États-Unis, de l'OTAN ou de leurs adversaires. Selon plusieurs experts interrogés par Al Jazeera, la raison de ce retour en arrière n'est pas uniquement due à la technologie avancée du S-400, mais aussi au risque d'alliances de longue date. Le S-400 est l'un des systèmes de défense anti-aérienne les plus avancés sur le marché, à égalité avec ce que l'Occident a de mieux à offrir, a déclaré Simon Weisman, chercheur principal au programme de transfert d'armes et de dépenses militaires du CIPRI du Stockholm International Peace Research Institute. Ces radars et autres capteurs, ainsi que ces missiles, couvrent une vaste zone. Le radar a une portée d'au moins 600 km pour la surveillance, et ces missiles peuvent aller jusqu'à 400 km, a déclaré Weisman à Al Jazeera. C'est précis et il parvient à suivre un très grand nombre de cibles potentielles, y compris des cibles furtives. Les autres avantages sont sa configuration modulaire et sa grande mobilité, ce qui signifie qu'elle peut être installée, mise à feu et déplacée en quelques minutes. Il s'agit d'un système de missiles à taille unique. Il peut être configuré avec des systèmes d'armes à longue portée, semi-longue portée, moyenne portée et même à courte portée, en fonction de la manière dont l'utilisateur individuel souhaite configurer le S-400, a déclaré à Al Jazeera, Kevin Brandt, analyste militaire au sein du Council on Foreign Relations. Il est très robuste, il est adaptable et c'est un système routier, auquel de nombreux pays tentent d'évoluer. La Turquie, membre de l'OTAN, est l'un des principaux acheteurs potentiels du S-400. Lors d'une cérémonie de remise des diplômes aux officiers de l'armée, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré en août qu'Ankara essaierait de se procurer le système de missiles dès que possible, ce qui, selon la Russie, se fera en 2019. Mais l'intérêt de la Turquie pour le système de missiles russe a effrayé ses alliés occidentaux de l'OTAN, pour des raisons techniques et politiques. Sur le plan technologique, le S-400 serait certainement un pas en avant pour la Turquie, mais ce n'est pas nécessairement dans l'intérêt de l'OTAN que ce système d'armement soit intégré à son architecture plus large, a déclaré Brandt. Le S-400 pourrait conduire à une situation potentiellement dangereuse, a expliqué Brandt. Lorsque vous examinez le système russe S-400, en particulier dans une structure de l'OTAN, son intégration à un système de défense plus vaste, présente des difficultés considérables, a déclaré Brandt à Al Jazeera. Si vous le prenez comme une situation très bénigne, le scénario le plus simple est que ces données pourraient ne pas être incorporées dans l'architecture défensive actuellement utilisée par l'OTAN. C'est probablement le meilleur scénario du pire. L'OTAN s'appuie fortement sur plusieurs systèmes fonctionnant ensemble dans un réseau plus vaste.
Ajouter le S-400 pourrait compliquer l'image, cela pourrait polluer la vue que vous offre un système plus volumineux. Mais, potentiellement plus dommageable, il y a le risque que la Russie ait de mauvaises intentions, a déclaré Brandt. Quel genre de contrat serait en place avec des techniciens russes s'occupant de la S-400 ? Par exemple, le personnel de maintenance russe aurait-il accès aux données de l'OTAN ? Dans le pire des cas, il est possible que des vulnérabilités associées à ce système puissent être exploitées par un adversaire potentiel. Le brancher pourrait potentiellement compromettre activement votre propre réseau défensif. Pour l'Inde, l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui ne font pas partie d'une alliance comme l'OTAN, acheter un système tel que le S-400 entraînerait moins de problèmes technologiques, mais risquerait des conséquences diplomatiques et économiques de la part des États-Unis. En 2017, les États-Unis ont mis en œuvre la loi CASA, Countering Adversary Sanction ACT, en réponse à une ingérence présumée de la Russie dans les élections présidentielles américaines de 2016 et à une implication militaire en Ukraine et en Syrie. CASA permet aux États-Unis d'agir contre des individus, des sociétés ou des pays qui perturbent la sécurité internationale. Le département d'État américain a déclaré que les achats chinois d'avions Su-35 et de missiles solaires S-400 avaient violé CASA, quelques semaines seulement après avoir déclaré que l'Inde pourrait faire l'objet de sanctions si elle continuait à acheter le système. Toutefois, l'Inde a décidé plus tôt cette semaine d'acheter le système d'armes. L'Inde accorde une priorité absolue à ses relations avec la Russie. Dans le monde en mutation rapide, nos relations revêtent une importance accrue, a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi au président russe Vladimir Poutine après la signature de l'accord de 5 milliards de dollars. Selon Weizmann du CIPRI, les chances de voir les États-Unis donner suite à leurs menaces de sanctions sont minces, en particulier pour des pays comme l'Inde ou l'Arabie Saoudite. Les sanctions ne sont pas automatiques et des exemptions sont possibles si cela est dans l'intérêt national des États-Unis, a-t-il déclaré. Les sanctions sont enfin probables, car l'Inde et d'autres pays sont trop importants en tant que partenaires militaires et politiques pour les États-Unis. Même des sanctions limitées rendraient ces pays très en colère, suffisamment en colère pour nuire aux intérêts des États-Unis. Cependant, même si des sanctions économiques sont peu probables, le fait de contrarier les États-Unis pourrait entraîner un affrontement diplomatique. Il y a aussi un problème diplomatique ici, car l'accord de vente de technologies sensibles à un pays implique un alignement plus large de toute une série de problèmes politiques, et c'est pourquoi les États-Unis cherchent à isoler la Russie des suites des événements en Ukraine et au-delà. A déclaré à Al Jazeera Charles Forrester, analyste principal de l'industrie de la défense chez James Paris Market. Pour les États-Unis, ces achats représentent plus qu'une menace militaire, il s'agit de contrer l'implication de la Russie dans les conflits mondiaux, mais également de maintenir des relations diplomatiques américaines de longue date et d'empêcher la Russie de recevoir de la monnaie forte pour ses équipements, ont déclaré des analystes. Les États-Unis travaillent à trouver des moyens de renforcer leur réponse diplomatique sur la scène mondiale aux pays qui violent l'ordre mondial basé sur des règles, a déclaré Forrester. Alors, pourquoi la Turquie, l'Inde ou tout autre pays risquerait-il des relations diplomatiques avec les États-Unis ? L'Inde n'aime pas forcément acheter chez un fournisseur et trop dépendre d'un pays, alors géopolitiquement, il est logique d'acheter des systèmes à la Russie et aux États-Unis, a déclaré Brandt. L'Inde a également une relation de longue date en ce qui concerne l'achat de matériel informatique en Russie. Elle a donc beaucoup d'expérience avec ce matériel. Un autre motif est le partage de la technologie militaire, ce que les États-Unis ne souhaitent pas faire, contrairement à la Russie. La Russie est disposée à fournir du S-400 à probablement de n'importe qui a partagé la technologie dans une certaine mesure, a expliqué Weizmann, bien qu'il ait ajouté qu'il n'était pas clair jusqu'où irait ce partage. Et pour la Turquie en particulier, a déclaré Weizmann, la S-400 est devenue un projet vanité. Ne pas se plier aux États-Unis et à l'OTAN montre que la Turquie est son propre patron. Elle peut affronter les États-Unis et l'OTAN, a déclaré Weizmann. De ce dossier, nous recevons sur ce plateau Benoît Kennedy, expert en relations internationales. Bonsoir Benoît Kennedy, merci d'être avec nous en direct sur RT France. On vient de voir ce sujet ensemble, ce n'est guère rassurant effectivement. Thomas Bonnet qui rappelle que la Chine est peu habituée aux déclarations fracassantes et pourtant on évoque le risque d'une guerre. Est-ce que ça vous semble crédible ? Disons que le sujet des relations Chine-Taïwan
qui considère la Chine que Taïwan est partie intégrante de son territoire. Ce n'est pas complètement nouveau. Aucune des deux parties n'y a véritablement intérêt. Les liens économiques sont extrêmement nombreux. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, on a une escalade des tensions qui est en train de monter dans cette partie du monde. On a aussi à Taïwan même l'idée d'indépendance qui n'est plus totalement un sujet tabou, qui clairement constitue la ligne rouge pour les autorités chinoises. La Chine n'a aucun intérêt à s'engager dans un conflit aussi proche qui aura un effet sur sa croissance économique qui est en voie de ralentissement. Il y a d'autres critères, notamment les sanctions américaines, enfin les droits de douane américains qui apparaissent de fait comme des sanctions. Donc en quelque sorte, je veux dire que la Chine n'y a pas intérêt. Après, le tout, c'est qu'une fois encore, la balle elle est dans le camp des Taïwanais. Si les Taïwanais vont trop loin, ça peut être extrêmement grave. L'autre possibilité, c'est toujours un accrochage. On parlait justement dans le reportage de ces deux navires qui se sont frôlés. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a un accrochage militaire qu'il va forcément déboucher en escalade, en montée des tensions, en conflit ouvert. En tout cas, on a déjà vu ça par le passé. On a eu des zones d'affrontement entre la zone qui sépare la Chine et Taïwan. Il y a déjà un demi-siècle qui n'a pas abouti. Les risques sont réels. Qu'on est au port de conflit, non, mais par contre les risques sont quand même sérieux. Alors vous parlez effectivement d'une situation qui s'est déjà produite par le passé. Il n'empêche, les tensions sont très fortes avec la Chine. À cela s'ajoute effectivement une guerre commerciale sans merci. Qui peut plier le premier? On a le sentiment que c'est une spirale et que ça va s'arrêter difficilement. Alors, s'agissant de la guerre commerciale, on est très clairement dans une action-réaction. On l'a vu, 50 milliards de dollars d'importations américaines de Chine qui ont été taxés, après 200 milliards, un taux de 10% qui pourrait passer à 25%. La Chine qui elle-même taxe 60 milliards d'importations américaines. On est très clairement dans une période où finalement les tensions augmentent. La méthode de Donald Trump, elle n'est pas tellement nouvelle. On l'a vu sur d'autres dossiers. Donald Trump est l'adepte du coup de poing sur la table. Je commence déjà par renverser la table et ensuite je viens à la négociation. C'est une méthode qui n'est absolument pas dans la diplomatie traditionnelle, mais qui est dans l'habitude du président américain, surtout à la veille d'élections de mi-mandat, où il n'a aucun intérêt d'apparaître faible. On peut penser, s'agissant en tout cas du dossier taïwanais, qu'il y aura probablement un abaissement des tensions. Sur la question douanière, c'est plus complexe parce qu'il y a plusieurs intérêts. Et contrairement à ce qui peut être dit, parce que certains analystes pensent que Donald Trump est faible, pas du tout. La puissance américaine a une nette longueur d'avance sur le plan économique. Surtout, il y a un tel déséquilibre quasiment de 1-3 entre les importations américaines de Chine et les importations américaines qui vont justement vers la Chine, que d'une certaine manière, dans cette guerre commerciale, les Chinois qui sont soumis au risque d'un ralentissement de leur croissance, qui va tangenter les 6%. Rappelons-le qu'il y a quelques années, on en est encore à 8 ou à 9. Les Chinois ne sont absolument pas en position, j'ai envie de dire, de pouvoir négocier en position de force. Donc Donald Trump continue de faire monter les tensions. Après, il faudra bien qu'à un moment, la tension rediminue. Quand on peut imaginer que la fin d'année, début d'année prochaine, sera probablement une période un peu plus propice. C'est bien, vous êtes optimiste, en tout cas, Benoît Kennedy. La Chine qui, par ailleurs, accuse les États-Unis de harcèlement, vous l'avez dit. Oui. Donald Trump est un adepte du coup de poing sur la table. Il en fait beaucoup en ce moment, des coups de poing sur la table. Ça ne peut pas se révéler tout de même explosif, cette situation à force. Est-ce que les États-Unis peuvent continuer à imposer leurs sanctions au monde entier et faire des gendarmes du monde? Alors, sur le domaine économique, ils ont une situation qui est quand même relativement favorable. En plus, ils ont pris les Chinois de court. Jusqu'ici, la plupart des diplomates occidentaux avaient tendance à chercher un terrain d'entente avec la puissance chinoise, parce qu'il y avait un espoir de passer, d'avoir ses entrées sur le marché chinois. Donald Trump a complètement renversé cette situation. Elle n'est quand même pas sans risque, parce qu'il y a aussi un risque effectivement aussi de ralentissement de l'économie américaine. Mais si son taux de croissance est extrêmement élevé, ce n'est pas le risque principal. Il y a un risque aussi d'une répercussion sur les prix que vont payer les consommateurs. On l'a vu, certaines chaînes commerciales, Walmart a commencé à parler qu'ils allaient devoir justement réadapter leurs prix. Si effectivement on touche le cœur de l'électorat de Donald Trump, c'est une Amérique qui se sent plutôt désavouée, mal aimée, qui aujourd'hui a voté, a soutenu le président. Si cette classe moyenne blanche, avec un risque de paupérisation, en tout cas qui a le sentiment d'un risque de déclassement, se rend compte que cette guerre commerciale lui est très défavorable, oui, là il a beaucoup à perdre. Mais il faut bien être conscient.
le temps qu'une guerre commerciale soit déclarée. Il y a après des délais qui effectivement rentrent en ligne de mire, en ligne de compte. Il a parlé aussi de taxer carrément toutes les importations chinoises. C'est-à-dire qu'on ne passerait plus à 250, on dépasserait les 500 milliards de dollars. On est actuellement encore dans une phase où on monte. Ce qui est nouveau, c'est que jamais on a une guerre commerciale qui a une telle ampleur par les volumes en jeu. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'elle ne se déplace pas seulement sur le terrain américain-chinois, elle a également d'autres acteurs. Tant que d'autres pays, je pense à l'Argentine, je pense à l'Australie, ont cédé finalement face à la pression américaine, finalement ça renforce les États-Unis de se dire qu'ils peuvent continuer sur cette voie. Justement, y a-t-il d'autres pays qui peuvent intervenir dans cette guerre et finalement jouer les rôles de médiateurs et apaiser les tensions entre la Chine et les États-Unis? Très clairement, l'Union européenne. D'ailleurs, les Chinois ont fait appel à l'Union européenne pour proposer justement qu'il y ait une alliance vis-à-vis des États-Unis. Ce qu'ont rejeté d'ailleurs les Européens en partant du principe qu'ils avaient un certain nombre de points communs avec l'approche américaine. La différence, elle est surtout en termes de méthode. L'Union européenne a toujours choisi une méthode qui était plutôt diplomatique, qui est passée par les organismes de négociation habituels, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Donald Trump, lui, choisit une méthode du bilatéral, partant du principe qu'entre les États-Unis et la Chine, il a cet avantage-là. Le véritable risque aujourd'hui qui se présenterait pour les États-Unis, c'est qu'on a un certain nombre d'États qui ont fait évoluer, il y a eu des changements politiques, on l'a vu au Brésil, on l'a vu en Italie. Si demain on a un certain nombre d'autres pays qui ont un intérêt objectif à ne pas rester sur une alliance classique occidentale avec les États-Unis, là oui, ça peut faire changer la donne. L'autre élément, ce serait d'autres puissances internationales. On pense à la Russie, mais elle n'a quand même pas le même poids, en tout cas sur le domaine économique. La puissance stratégique russe, c'est une chose. La puissance économique commerciale, ce n'est pas le même impact que peut avoir l'Union européenne. Ce sont des pays, effectivement, qui pourraient jouer ce rôle. Pour le moment, Donald Trump joue avec une certaine chance. Il a une croissance qui est plutôt favorable aux États-Unis. Il a une politique qui est approuvée par les Américains. Tant que l'impact sur la croissance, tant que l'impact sur le prix des matières premières, aussi tant que l'impact, par exemple, on pense par exemple à l'acier, la guerre commerciale qu'il a menée n'affecte pas directement les entreprises qu'il a plutôt tendance à favoriser. Pour le moment, il joue sur quelque chose de favorable, mais il faudra déjà penser au coup d'après. Merci Benoît Kennedy pour cet éclairage en direct sur RT. Camille Chen, rédactrice en chef à la radio LCF, la Chine en français. Bonjour et Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'une guerre militaire entre la Chine et les États-Unis vous semble crédible ? C'est difficile de répondre à cette question. Je pense que, vu les tensions qui montent, il n'est pas impossible qu'on s'achemine vers une guerre. Mais à mon avis, la Chine fait tout pour éviter la guerre. Il est clair qu'aujourd'hui, la Chine se prépare à une guerre. Mais se préparer à la guerre, c'est pour mieux l'éviter. C'est une démonstration de force, surtout alors aujourd'hui ? Pourquoi vous parlez de démonstration de force? De la part de qui? De la Chine ou des États-Unis? Je vous pose la question, est-ce que les deux justement se jaugent l'un l'autre? Est-ce qu'on peut dire que Washington teste Pékin, Pékin provoque Washington? Qu'est-ce qui se joue exactement aujourd'hui dans cette zone maritime? Pourquoi est-ce qu'elle est tant convoitée? Elle est tant convoitée parce que c'est une zone maritime qui a une position stratégique. D'abord, c'est une zone où transitent 70 000 navires par an et cela représente à peu près 30% du passage maritime international ou plus exactement du commerce maritime international. Et aussi parce que c'est une zone qui regorge d'hydrocarbures. Les réserves sont estimées à 1000 milliards de barils de pétrole et à 5400 mètres cubes de gaz. Et aussi parce qu'elle représente 8% de la pêche mondiale. Voilà pourquoi la zone elle est tant convoitée. Et au plan militaire, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui, quotidiennement, dans cette zone ? Alors, quotidiennement, dans cette zone, je n'y suis pas. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui, la Chine, encore une fois, se prépare à un conflit militaire pour mieux l'éviter. On parle d'intervention surtout de la force américaine et la Chine pour mieux défendre ses droits territoriaux a répondu. Parce qu'on peut peut-être revenir justement pour bien comprendre le sujet sur les zones qui sont contestées. Il y a plusieurs acteurs sur cette zone-là. On peut peut-être faire un état des lieux avec vous ?
Les zones contestées, bien sûr, ça c'est une question historique. La Chine, pour sa part, a toujours revendiqué sa souveraineté sur la mer de Chine méridionale. Parce que, selon les historiens chinois, cette souveraineté, elle remonte à à au moins 2000 ans. Ce sont les archives et les documents écrits qui l'attestent. Après, il y a des pays riverains qui, eux, revendiquent leur souveraineté. Mais je pense que le sujet, c'est pas le sujet aujourd'hui. Oui, pardon. Pourtant, il y a un mois, on se souvient de cet incident qui a été jugé comme un grave incident. Ce navire américain qui s'est approché un peu trop près. Qu'est-ce que ça dit de la situation dans cette zone aujourd'hui? Personnellement, je vois surtout une provocation de la part des Américains. Et pourquoi ce navire américain s'est approché trop près des eaux territoriales chinoises? C'est, si j'ai bien compris, pour soi-disant défendre la liberté de navigation. C'est ce qui est régulièrement revendiqué par les États-Unis. Exactement. Est-ce que selon vous, la revendication américaine, elle est légitime, à votre avis? Je ne sais pas, mais pour moi, non. Pourquoi non? À mon avis, s'il y a bien un seul pays qui est mal placé pour parler de liberté de navigation, ce sont bien les Américains, pour la bonne raison que la liberté de navigation, c'est une clause qui existe dans la convention de Montego Bay. Et cette convention-là, elle a été ratifiée par la Chine ainsi que la France, mais pas les États-Unis. Donc, de quel droit elle peut parler de liberté de navigation? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que c'est une volonté américaine de mater Pékin? Oui. Il y a les sanctions commerciales, il y a les sanctions commerciales parce que... les sanctions commerciales auxquelles s'ajoute une provocation militaire. C'est mon sentiment. C'est votre sentiment aujourd'hui. Merci beaucoup, Camille Chen, d'être venue répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef à la radio LCF, la Chine en français. Merci à vous. Merci de votre visite.